Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. René Pauldès. Université de Bretagne occidentale. Adeosi Adegbini aborde dans cet ouvrage la problématique du foncier en milieu périurbain et ruraux, mais toujours sous influence de la grande ville, ici Porto Novo. L'auteur se situe dans une longue tradition de recherche sur la maîtrise du foncier. Les premières études ont d'abord porté sur le milieu rural. Paul Pélissier, notamment au Sénégal, durant plusieurs décennies, étudie cette question foncière qui conditionne le devenir de l'espace rural tant dans ses aspects écologiques et agronomiques que sur le plan des performances économiques de l'agriculture et de la cohésion des sociétés rurales. À partir des décennies 1980 à 1990, son approche intègre la rareté de la terre agricole, devenant ainsi une ressource de plus en plus disputée, Pélissier 1995. Christian Seignobos, pour le Nord Cameroun, arrive à des constats similaires, le foncier apparaissant comme le nœud gordien du développement, Seignobos 2017. À partir de la décennie 2000, la focale se déplace sur les enjeux fonciers aux confins de la ville et de la campagne. La croissance urbaine déjà ancienne se double d'un étalement important des villes africaines, lié au type d'habitat des nouvelles périphéries et aux grandes infrastructures. Cette accélération de la consommation d'espaces voués jusqu'alors à l'agriculture est bien analysée par des géographes comme Monique Bertrand, 1998, pour Bamako ou Jean-Luc Piermet, 1993 pour les villes d'Afrique centrale. Ce déferlement de l'urbain sur le rural pose le problème des relations ville-campagne et la transposition des réalités foncières dites modernes, prépondérantes en milieux urbains, sur un espace caractérisé par un foncier perçu comme traditionnel par les principaux acteurs du développement économique, tous issus de la ville voire d'institutions comme la Banque mondiale aux problématiques de modernisation des économies africaines bien éloignées du terrain. 8. Le titre de l'ouvrage, Manger les terres sacrées. Les espaces du culte vaudoun, nouveau front d'urbanisation au Bénin, est un excellent résumé, en quelques mots, de la problématique que nous propose Adeosi Adegbini. Comme le précise Marcello Monteleone, dans son étude sur les Dogons du Mali, la famille élargie ou clan ne possède pas la terre au sens moderne du terme. Elle a seulement une priorité légitime d'exploitation d'une parcelle agricole, opposable au tiers, Monteleone 2013. Elle est une création de Dieu ou des dieux, Mbaye 1971. Le foncier traditionnel renvoie alors à l'ethnie, à la coutume ici vaudouiste et à la gouvernance villageoise. Originaire de ces territoires ruraux et périurbains, compris entre Porto Novo et la frontière entre le Bénin et le Nigeria, l'auteur connaît parfaitement les mécanismes de l'évolution du foncier, d'autant plus qu'il en a été un des acteurs ayant la responsabilité de l'urbanisme opérationnel dans l'une des communes concernées. La connaissance des langues Goun, Yoruba et Tori, la maîtrise des codes pour amorcer un entretien ou réaliser des enquêtes sur le terrain lui ont donc permis une analyse en profondeur des réalités du foncier. L'approche est pluridisciplinaire, à l'image de sa discipline l'urbanisme, au carrefour de plusieurs domaines de la recherche comme l'histoire de l'architecture et du patrimoine, la géographie urbaine ou la sociologie et l'ethnologie pour les techniques d'entretien sans oublier le droit. Le choix d'étudier le foncier dans un espace périurbain en pleine construction sur les communes d'Adjara et d'Avrankou, à l'ombre de la grande métropole qu'est Porto Novo, permet d'analyser la confrontation de deux visions de l'appropriation de la terre. L'une moderniste, introduite par le colonisateur et développée par la suite par les gouvernements successifs, et l'autre liée à la tradition coutumière qui prend ses racines dans la religion vaudoune. L'analyse de ces pratiques foncières n'est pas statique et est envisagée dans une vision diachronique, prenant en compte les différenciations spatiales notamment par rapport à la distance à Porto Novo. Les déferlements urbains et périurbains actuels complexifient les modèles modernes et coutumiers d'accession à la terre, en proposant une troisième voie que l'auteur nomme l'hybridation foncière. La croissance urbaine de Porto Novo suscite actuellement l'acquisition de nouvelles terres constructibles pour des activités économiques, pour de grandes institutions qui s'agrandissent comme l'université, mais surtout pour le logement individuel. Ces acheteurs et vendeurs néo-urbains, néo. 9. Périurbains ont la volonté d'obtenir des titres de propriété en bonne et due forme, et ne pas se contenter d'un accord oral,
qui pouvait se comprendre au sein de la communauté villageoise, en l'absence de projets de revente à des fins spéculatives. Mais ces terres convoitées s'insèrent dans des logiques coutumières ancrées dans un mode de pensée et un ensemble de pratiques vaudouistes. Considérées comme sacrées, en partie par le lien qu'elles ont avec les ancêtres qui y sont enterrés, elles appartiennent plus à un lignage qu'à des individus. Ainsi, le don de terre fut pendant longtemps le seul moyen pour les nouveaux venus d'obtenir quelques parcelles pour y pratiquer une activité agricole. Il s'agissait plus d'ailleurs de l'octroi d'un usage temporaire qu'une acquisition foncière. En espace rural béninois, loin des dynamiques urbaines, ces usages de prêt temporaire de la terre se poursuivent encore de nos jours, ces transactions étant officialisées par des accords oraux. Gaston S. Akouéou, dans ses écrits sur le centre bénin, montre bien cette gestion traditionnelle du patrimoine foncier appartenant aux ancêtres qui en ont confié la gestion à leurs descendants vivant encore sur terre, Akouéou 2004. Marcello Monteleone, chez les Dogons du Mali, décrit des mécanismes analogues, comme celui du yapo qui est la possibilité du partage des terres avec de nouveaux arrivants, mais uniquement au stade de l'usufruit, Monteleone 2013. À partir du moment où les institutions traditionnelles sont fragilisées par l'évolution de ces sociétés rurales, la gestion du foncier évolue, et la marchandisation des terres est en marche. Dans la région d'Adjara et d'Avrankou, caractérisée par un front urbain de plus en plus actif, la déconstruction de la gestion du foncier traditionnel est bien plus ancienne, suscitant ces formes hybrides si bien analysées par l'auteur. Éloignée d'une vision bipolaire entre tradition et modernisme, cette étude permet ainsi de mettre en valeur les complicités, les tensions, voire les conflits entre ces deux modes, et de montrer les multiples facettes de l'action d'un même groupe d'acteurs institutionnels et coutumiers qui gravitent autour de la problématique du foncier, sans oublier les dynamiques du marché qui suscitent des comportements de plus en plus spéculatifs. Cette évolution actuelle n'est pas sans poser quelques interrogations sur les conséquences sur la société et la religion vaudoune. Ainsi, la généralisation des transactions foncières formelles ou informelles ne susciterait-elle pas une transformation sociétale, voire une acculturation, entre ethnies minoritaires et majoritaires? 10. Entre femmes et hommes, entre dominants et dominés? En milieu périurbain proche, ne serions-nous pas à un tournant ou du moins à une inflexion des modes opératoires du foncier, avec une demande de plus en plus forte d'une sécurisation des transactions en passant par des actes d'acquisition écrits et validés par les autorités communales? En l'absence de cadastre ou d'enregistrement systématique des terres, le lotissement semble être l'un des moyens privilégiés de sécurisation des transactions foncières. Par l'achat d'une parcelle dans un lotissement, des titres de propriété sont ainsi possibles. À ce stade de la réflexion se pose le lien entre ces évolutions du foncier, notamment via la diffusion des lotissements et les formes d'urbanisation qui en découlent. C'est ainsi qu'en zone périurbaine, les lotissements ont amplifié le phénomène d'éparpillement urbain, les terrains lotis restant très peu occupés et équipés. Se pose alors la durabilité d'une telle évolution. Première conséquence, la consommation anarchique d'espaces agricoles, proches de la grande ville, fait reculer les lieux d'approvisionnement des populations urbaines en produits maraîchers. De la même façon, cet éparpillement de l'habitat a un coût avec l'allongement des réseaux, voirie, électricité, etc., coût que les collectivités territoriales ne peuvent pas assurer la plupart du temps. L'emploi étant massivement urbain, cette forme d'urbanisation suscite de nombreuses migrations pendulaires. La ville actuelle qui se fait devant nos yeux, avec ses auréoles périurbaines sous-densifiées qui consomment de vastes espaces agricoles, n'est pas une ville durable si l'on considère les volets économiques, sociétaux et environnementaux du concept de durabilité. La prise de conscience très lente de l'impact des changements climatiques à court terme pourrait-elle changer la donne? Rien n'est moins sûr, tant les enjeux économiques et la volonté des individus à accéder à l'habitat individuel sont importants. Cette propriété privée porte en elle des germes de destruction des milieux, notamment quand les pratiques collectives coutumières sont affaiblies. Ces espaces de l'entre-deux, ni complètement urbains, ni complètement ruraux, demeurent donc de magnifiques laboratoires de l'hybridation foncière qui constituent une troisième voie aux contours souvent flous et fluctuants dans le temps, mais révélatrice de l'évolution actuelle de la société béninoise. Introduction générale.
Depuis leur accession à l'indépendance, de nombreux pays africains ont pris en main leur destinée. La réussite de cette aventure passe nécessairement par une gestion efficiente des difficultés et des atouts liés à chaque localité. Très tôt, le Bénin, à l'instar de la plupart de ces nouveaux États, doit faire face à un phénomène crucial, celui de la gestion de leurs ressources naturelles, notamment leur patrimoine foncier. En effet, pendant longtemps la société traditionnelle a tiré l'essentiel de ses ressources du capital foncier qu'elle a organisé, et pour lequel les normes de gestion ont été définies et entretenues. La terre ne peut être considérée comme un bien personnel et exclusif, mais plutôt celui d'un clan ou d'une lignée. Elle n'est pas une simple valeur économique, comme le serait un meuble corporel ou même un bâtiment. Elle est une création de Dieu ou des dieux, Mbaye 1971. La terre est organisée de façon collective, transmise d'une génération à l'autre et assure le maintien des liens socio-communautaires et l'affirmation de l'identité culturelle des communautés qui y habitent. Dès l'introduction de nouvelles valeurs sociétales et surtout l'avènement de la colonisation avec son corollaire de mise en place d'un État moderne, la structuration de ce patrimoine connaît de profonds changements, d'abord à travers l'introduction d'un nouveau système, le capitalisme marchand, et puis par l'intervention de l'État. L'institution d'un système étatique, surtout l'instauration du régime foncier moderne, va contribuer au bouleversement de l'organisation longtemps mise en place par la société. La modernité est perçue ici comme la production d'idéologies proposant de nouveaux modèles d'ordre social, série Hersch, 2012. L'un des paramètres de c. 1. Cet ouvrage s'inscrit dans la continuation de nos travaux de recherche de doctorat portant sur production foncière et patrimoine socio-culturel au Bénin, cas des communes périurbaines d'Adjara et d'Avrankou. La thèse est encadrée par le professeur René-Paul Dès et réalisée au laboratoire de géoarchitecture de l'Université de Bretagne occidentale, 2015. 12. Mutation et le non-respect du principe de l'inaliénabilité de la terre par endroits, et l'apparition de la notion de propriété privée, au sens du Code civil introduit par le colonisateur. Cette nouvelle idéologie occasionne l'institution de nouvelles règles comme celle de l'achat-vente autrefois absente du système foncier traditionnel. La terre n'est plus vue comme une ressource collective donnée par la nature, mais plutôt comme un bien qu'il faut gérer autrement à travers la mise en place de mesures sécuritaires autres que les relations de confiance et les règles, jadis, définies par la société. Mais l'organisation traditionnelle longtemps de mise ne laisse pas de sitôt la place à la nouvelle forme de gestion dite moderne. Il apparaît ainsi un dualisme plongeant le système foncier béninois dans une impasse où les pratiques foncières sont tiraillées entre les normes traditionnelles et modernes. Cette situation qui perdure jusqu'à nos jours constitue la base même de tous les problèmes que vit le patrimoine foncier africain en général et béninois en particulier, et influence fortement le développement socio-économique et surtout culturel. En réalité, le foncier constitue l'une des composantes essentielles des questions de développement, car il peut donner au pouvoir public les moyens de répondre aux attentes de citoyens qui en dépendent pour leur existence et l'exercice de leurs activités. Delville et al., 2008. Le foncier présente des enjeux socio-économiques importants, et sa maîtrise n'est pas sans difficulté, surtout dans les espaces périphériques et périurbains des villes où son usage est tiraillé entre des activités agricoles et urbaines. Outre ces aspects, le foncier offre dans certaines régions du Bénin d'autres enjeux rendant son organisation plus complexe, tels que l'existence de patrimoine socio-culturel qui influence l'urbanisation et imprime sa marque à la morphologie de la ville. Le patrimoine socio-culturel étant perçu ici comme un ensemble de valeurs, savoirs, relations et coutumes liées à un culte qui modèle la société et sur lesquels est fondé le sentiment d'appartenance dont le terreau commun est la référence à l'histoire. En plus de l'État, vient s'ajouter un nouvel ensemble d'acteurs constitué des élus locaux avec de nouvelles obligations d'intervention publique et d'organisation foncière. On assiste alors à la présence de multiples institutions de gestion foncière avec différentes prérogatives dont l'absence de leur maîtrise peut entraîner des conflits de compétences susceptibles d'entraver tout le système foncier. En effet, après la crise des années 1980, l'État béninois a procédé à des réformes politiques qui engagent le pays sur la voie de la démocratie. 13.
avec une décentralisation des compétences au profit des collectivités locales. Parmi ces compétences figure la gestion de la terre et du sol, qui apparaît comme une composante nécessaire de la politique locale. Et comme le stipule l'article 84 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. La commune élabore les règles relatives à l'usage et à l'affectation des sols, les plans de détail d'aménagement urbain et de lotissement, et assure le contrôle permanent de la conformité des réalisations et des constructions avec la réglementation en vigueur. Plusieurs communes, en particulier celles périurbaines, où il existe déjà une forte pression foncière, vont saisir cette opportunité qui se manifeste dans bon nombre de localités par des opérations de lotissement. C'est le cas du territoire constitué des communes d'Adjara et d'Avrankou, où les lotissements ont pris une allure très importante dans l'aménagement du territoire. Ces activités de lotissement qui se traduisent par des morcellements des terres repoussent les activités agricoles et handicapent la gestion des terres sur lesquelles règnent encore les règles coutumières, mais face auxquelles elles connaissent parfois des blocages. Toujours est-il que les acteurs locaux se fondant sur leurs prérogatives font du lotissement un instrument très puissant de conversion ou de la régularisation de la conversion d'espaces ruraux coutumiers en espaces urbains immatriculés, producteurs de morceaux de ville, Aboudou et al., 2003. On observe au sein de ces villes un développement des habitations, l'apparition progressive des activités industrielles et une résistance des activités agricoles. Cette nouvelle recomposition du territoire engendre un paysage particulier, mixte à la fois rural et urbain, moderne et traditionnel. Outre cette compétence liée à la gestion du foncier, la loi sur la décentralisation fait obligation aux collectivités locales de fournir des infrastructures publiques et d'assurer la conservation du patrimoine cultuel au profit des populations locales. Les communes d'Adjara et d'Avrankou, à l'instar des autres collectivités du Bénin, connaissent une forte croissance démographique entraînant du coup un accroissement du nombre d'habitations et une augmentation des besoins en infrastructures publiques. Les différentes terres morcelées pour répondre à ces besoins ne sont rien d'autre que celles qui servent de support aux activités agricoles, à la protection du patrimoine naturel et surtout du patrimoine cultuel, divers cultes, couvents de 14. Vaudounes, forêts sacrées, etc., longtemps conservées par les pratiques traditionnelles. Cette situation suscite des interrogations, notamment celle de la capacité d'organisation des acteurs de ce territoire à faire face à la fois à l'étalement urbain, qui est devenu inéluctable, et à l'exercice des activités économiques et surtout socio-cultuelles. Ces différentes compétences entraînent une véritable dynamique territoriale ouvrant l'arène foncière à la sphère marchande avec comme principe clé la loi du marché, vendeurs et acquéreurs de parcelles, courtiers fonciers, à la sphère publique fondée sur la régulation et l'intervention publique et à la société civile garante de veille citoyenne, comité de lotissement, organisation des acquéreurs de parcelles, etc. Elles font du foncier un élément de coordination entre différents acteurs et le placent au cœur des enjeux de la gouvernance locale et du développement territorial. Face à ces réalités, n'est-il pas important de questionner l'adaptabilité de ces dispositions aux pratiques économiques et socio-culturelles, surtout dans les espaces en devenir comme la région périurbaine de la ville de Porto Novo, capitale du Bénin? Ainsi, interroger l'articulation entre la dynamique organisationnelle foncière et le patrimoine socio-culturel au Bénin s'avère nécessaire dans un contexte de la décentralisation, où de nouvelles compétences ont été dévolues aux collectivités locales, en particulier dans le domaine de l'aménagement du territoire. Les communes d'Adjara et d'Avrankou constituent un terrain fertile à l'étude d'une telle articulation. Elles conjuguent les réalités de l'étalement urbain et de l'éparpillement périurbain, avec les pratiques rurales. Les réponses en matière d'aménagement du territoire s'y traduisent par des opérations de lotissement. L'ensemble des problèmes évoqués suscite de nombreuses questions qui méritent des réflexions profondes. Mais la principale question à laquelle ce travail souhaite apporter des éléments de réponse porte sur la manière dont la production foncière moderne influence le patrimoine socio-culturel et contribue à une réorganisation des espaces et des pratiques dans les communes périurbaines béninoises. Approche méthodologique.
Cette recherche est basée sur la construction d'un cadre conceptuel d'analyse partant du constat de l'existence au Bénin d'une gouvernance foncière particulière dans les communes périurbaines à 15. Forte tradition vaudoune. Plusieurs approches méthodologiques complémentaires ont été combinées pour mener cette étude. Il s'agit de l'analyse de la documentation qui a permis de se rendre compte qu'il existe plusieurs travaux sur les régimes fonciers modernes et coutumiers au Bénin. Aboudou et Akobi 2010, Degla 1998, Lemeur 2008, Combi 2007, etc. Bien que la littérature qui en traite soit mince, le patrimoine cultuel traditionnel a été étudié par certains chercheurs comme Bonnemaison 2000, Boutret et al. 2005, Juet-Bolaton et al. 2002, etc. Mais l'interaction entre le foncier et le patrimoine cultuel traditionnel constitue encore un champ très peu investi, précisément le croisement entre les dimensions socioculturelles et l'urbanisation. Pour cela, il existe très peu de documentation qui traite de ce sujet, surtout en ce qui concerne spécifiquement notre terrain d'étude. Cependant, on y retrouve certains chercheurs, par exemple Mondjanani 1977, qui a étudié de façon générale le cas du Badaomé, Lando 2013 qui a travaillé sur Ouida, etc. Dans le cadre des travaux de terrain, il a été procédé à la combinaison des méthodes qualitatives et quantitatives de recherche basées sur la pratique d'entretien réalisée auprès des principaux acteurs qui interviennent dans la production foncière dans la région d'étude. Ces enquêtes ont permis de recueillir leurs perceptions sur les différentes formes d'utilisation foncière et surtout sur la place des valeurs socio-culturelles. Cette méthode a été complétée par une approche interdisciplinaire basée sur la géographie, l'anthropologie, l'économie et surtout l'histoire. Les pratiques foncières engendrent une certaine différenciation de l'espace et des activités socio-économiques. De même, le système foncier endogène est bâti sur la croyance religieuse et prend en compte des considérations d'ordre ethnique. Toutes les ethnies n'ont pas les mêmes rapports à la terre. Pour le comprendre, il est nécessaire de procéder par l'approche anthropologique qui consiste à traiter le droit comme un phénomène socio-culturel spécifique, comme un ensemble articulé ayant sa logique propre et comme un système particulier ayant sa dynamique particulière. Verdier 1971. Les dynamiques foncières actuelles ne sont rien d'autre que le résultat des différentes mutations subies par le régime foncier dans le temps. Or, selon Verdier 1971, la référence aux temps anciens y est essentielle pour comprendre les institutions présentes, dont la structure est le témoignage vivant de l'histoire, et ceci tout particulièrement. 16. Dans le domaine de l'occupation et de la répartition des terres et des prestations foncières qui trouvent leur explication dans les récits d'installation, de migration, de conquête, les généalogies et la mythologie. Le recours aux temps anciens fait nécessairement appel à l'approche historique. Les difficultés et limites. Si notre statut de natif de la région d'étude a constitué un avantage pour la conduite des entretiens qui ont été réalisés en général en langue locale, Yoruba et Goun, Tori, et pour l'accès à des sites cultuels traditionnels et l'identification des personnes adéquates à cette étude, il n'a pas été productif sur tous les plans. Le fait d'appartenir à l'une des deux principales ethnies de la région amène parfois certains de nos enquêtés à ne pas fournir les informations dans sa forme réelle, surtout quand il s'agit d'une information qui n'arrange pas notre ethnie. La transcription des entretiens des langues locales en français peut parfois présenter des biais, car il existe certaines expressions en langue yoruba, goun et tori qui n'ont pas leur équivalence en français. En plus de ces aspects, il faut ajouter l'inexistence de certains documents comme les fonds de cartes sur notre région et surtout des photographies aériennes récentes pouvant permettre de faire une analyse diachronique de l'occupation du sol. Mais toutes ces difficultés ont été surmontées à notre manière en adoptant une certaine neutralité dans la collecte des informations, et surtout en faisant un recoupement des informations à travers une méthode de proche en proche. Cette étude présente 3 grandes parties. La première partie est consacrée à la patrimonialisation du régime foncier endogène, suite à l'intervention des pratiques foncières modernes. Elle permet de rappeler les pratiques foncières avant la colonisation, et de montrer l'influence des outils juridiques fonciers modernes sur les pratiques foncières endogènes depuis la colonisation jusqu'à nos jours. La deuxième partie porte sur les pratiques foncières contemporaines.
Elle présente l'état actuel des régimes fonciers modernes et coutumiers, suite à une longue période de cohabitation des deux pratiques. La troisième partie traite de la gouvernance foncière et du développement de la région d'étude. Elle est consacrée à l'étude non seulement de l'interaction des acteurs dans le processus de production foncière, notamment sur les pratiques du lotissement, mais aussi de l'influence de ces pratiques foncières sur les valeurs socio-culturelles. Un accent à 17 était mis sur l'impact de ces différentes pratiques foncières sur le développement de la région d'étude. Partie 1. Le régime foncier endogène, une dynamique de patrimonialisation foncière. Les problèmes fonciers sont aujourd'hui nombreux partout et suscitent diverses questions. Ils sont plus prégnants surtout dans les pays autrefois colonisés par les puissances occidentales comme le Bénin, qui connaît deux réalités foncières. Il s'agit de celle héritée par ces pays de leurs ancêtres, et celle venant du colonisateur. La réalité foncière est basée pour le cas du Bénin, sur les pratiques traditionnelles et est supposée coutumière. La coutume est perçue comme un usage, qui pour constituer une coutume au sens juridique du terme, doit être général ou largement répandu dans l'espace. Il doit être ancien, constant et régulièrement suivi depuis un certain temps, et il doit être perçu comme une règle juridiquement obligatoire, Sounu 2001. Les pratiques foncières coutumières reposent sur des règles traditionnelles de source orale, et traduisent des réalités construites sur la croyance religieuse, en l'occurrence la religion vaudoune. Par contre, la réalité foncière du colonisateur est fondée sur le principe de la propriété privée, régie par le Code civil. Elle est supposée moderne, et s'appuie sur des outils juridiques écrits dont le plus important est le titre foncier. Mais la cohabitation des deux pratiques foncières a été très peu fructueuse comme l'expliquent Aboudou et al. 2010, pour qui les interférences entre les deux droits ne peuvent qu'engendrer des incohérences et conséquences nombreuses et insurmontables. En effet, longtemps prônée par les institutions internationales et adoptée par les États indépendants, la généralisation de la propriété privée, l'une des principales idéologies coloniales, est encore loin d'être une réalité totale en Afrique. Le régime foncier caractérisé par la propriété privée peine à atteindre son objectif, celui de remplacer le système foncier coutumier étant donné que celui-ci se résigne à accepter un système foncier moderne d'origine occidentale peu adapté aux réalités locales. Le rapport au foncier traditionnel met en exergue les usages de la terre dont la régulation fait référence au passé, et à l'existence d'une 20. Communication entre l'homme et ses ancêtres. Cette conception va en contrepoint de la pratique ordinaire qui fait de la terre une ressource et amène à une contrainte importante, celle d'utiliser la terre et la protéger pour la transmettre. C'est d'ailleurs cette contrainte qui permet de différencier le foncier traditionnel du foncier moderne. Pour comprendre cette contrainte fondatrice du foncier traditionnel, il nous faut mobiliser un concept susceptible d'expliquer les différentes dimensions des rapports de l'homme à la terre. À cet effet, le concept de patrimoine semble répondre à ces critères. Il s'agit d'un concept qui rend compte de l'interaction entre l'espace et la société, car parler du patrimoine, c'est d'introduire une référence à l'inscription des individus dans une lignée, dans une histoire qui relie le passé au présent et au futur, et c'est en même temps spécifier un enracinement dans l'espace, à travers les territoires spécifiques d'existence des diverses communautés patrimoniales concernées. Barrère et al. 2005. Plusieurs disciplines ont investigué sur le concept du patrimoine et il ressort essentiellement de tous ces travaux que le patrimoine ne préexiste pas. Il est un construit social, fondé sur des rapports de pouvoir, des représentations mentales et des valeurs culturelles prépondérantes. Ainsi, une large part des biens ne revêt son caractère patrimonial qu'ex post, lorsque s'exprime la volonté de contrer l'oubli et la destruction de ce qui apparaît comme porteur d'identité, d'art et d'histoire, Benamou 2012. La patrimonialisation ne prend de sens que sur des objets, des éléments de la nature et des faits matériels et immatériels existant dans un espace. Or les objets, les faits susceptibles d'être inscrits dans un processus de patrimonialisation varient d'un espace à un autre. Il en résulte que le patrimoine n'est pas le même d'un milieu à un autre, et que chaque communauté possède ses réalités patrimoniales. Le patrimoine n'existe que si des groupes, constitués sur le territoire,
le conçoivent comme patrimoine avec l'appui d'une fraction significative de la population locale, Vernière 2011. Ainsi défini, le processus de la patrimonialisation pose le problème de la reconnaissance sociale. Selon Amougou 2011, il n'existe pas de patrimoine indépendamment des conditions sociales objectives à partir desquelles il se fabrique ou se constitue. Chaque communauté définit ce qu'elle conçoit comme un patrimoine. Il s'agit d'une démarche qui vise à construire l'universel à partir du particulier, et non en fonction d'une approche réductrice fondée sur des valeurs. 21. Abstraites présentées comme universelles, mais qui sont historiquement datées et géographiquement restreintes, Béguin 2012. La construction patrimoniale intervient dès lors qu'un objet ou une pratique ayant une valeur historique est mise en danger par sa destruction ou son oubli voire son assimilation. C'est le cas des valeurs qui sous-tendent le régime foncier coutumier, mis en menace par les pratiques occidentales. À partir du moment où le foncier est mis en menace à travers la perte de sa valeur traditionnelle d'usage à cause de l'apparition du système économique marchand et de la fin de possibilités d'expansion de l'occupation des terres, la logique de la régulation foncière coutumière dans notre région d'étude s'est inscrite dans une démarche de patrimonialisation. C'est la perception par la population de cette mise en menace des pratiques foncières coutumières qui a engendré sa patrimonialisation. En résumé, nous pouvons conclure que la notion de patrimoine est faite de plusieurs logiques dont notamment le culturel et le social. Suivant la logique sociale, le patrimoine est un élément de cohésion sociale, d'adhésion collective à de référents culturels, Benamou, 2012. Il apparaît comme un outil de mobilisation et d'inscription des actes d'une société dans un registre d'action commune. Selon la logique culturelle, le patrimoine permet la résurgence de l'identité d'une société à travers le maintien et la transmission des valeurs, des savoirs et des pratiques traditionnelles d'une génération à une autre, ce qui permet l'émergence et la consolidation du sentiment d'appartenance de l'individu à sa communauté. On observe cette résurgence à travers l'attachement des acteurs coutumiers aux pratiques foncières coutumières face aux pressions des réalités modernes. Mais ces attachements aux pratiques foncières coutumières n'ont pas empêché, dans notre région d'étude, l'installation du système marchand qui se manifeste par le marché foncier, principal facteur de transformation des terres rurales en terrain de spéculation immobilière. Les tentatives de la généralisation de la propriété foncière ont permis de mettre en place un corpus de textes juridiques qui s'échelonne sur la période coloniale et post-coloniale. L'application de ces outils juridiques a généré diverses dynamiques foncières allant du rejet à l'acceptation mutuelle et à la coopération. L'étude de ces dynamiques foncières nécessite d'abord de parcourir les travaux déjà effectués dans ce domaine et de mettre en place un cadre conceptuel d'analyse, un objectif réalisé au chapitre 1. L'analyse des nouvelles. 22. Dynamique née de l'application des règles foncières modernes, suppose la compréhension des pratiques existantes, c'est-à-dire des règles foncières coutumières en place avant l'intervention des nouveaux outils juridiques, ce que nous avons étudié dans le chapitre 2. Les dynamiques résultant de l'application des textes juridiques diffèrent suivant les périodes qui ont marqué l'histoire du pays. L'époque coloniale que nous situons dans ce travail dans la période allant de l'année 1894, année d'unification du pays, à la date de l'indépendance du Bénin, août 1960, constitue une phase particulière dans l'histoire du foncier béninois puisqu'elle marque pour la population le début de l'appropriation de nouvelles normes foncières modernes. L'avènement de l'indépendance du pays en 1960 n'a pas freiné la politique volontariste foncière héritée de la puissance coloniale. Cette politique a été poursuivie au contraire par les différents dirigeants de la période postcoloniale, et a même conduit à des dérives avec le régime révolutionnaire dictatorial, 1972 à 1990, dont les conséquences ont été étudiées dans le chapitre 3. Chapitre 1. Conception foncière, de la généralité aux particularités béninoises. Revêtu des enjeux économiques, sociaux, politiques et même culturels, le système foncier fait l'objet de nombreux débats et mobilise nombre de productions scientifiques. Les recherches scientifiques, ces dernières décennies, sur le foncier africain deviennent de plus en plus abondantes. Mais l'abondance de la littérature sur le foncier africain aujourd'hui
ne doit pas amener à faire de l'Afrique le seul continent où se posent les problèmes fonciers. Les questions foncières existent partout et méritent d'être prises en compte. Cependant, les problèmes ne sont pas toujours identiques ou ne se posent pas de la même manière partout, surtout en Afrique et particulièrement en Afrique noire où il existe deux réalités foncières différentes. Une réalité basée sur la tradition à laquelle tente de se substituer une autre occidentale, supposée moderne. Dans la conception moderne européenne, l'appropriation foncière suppose l'attribution de la propriété entendue comme le fait d'user et de disposer des choses de la manière la plus absolue à un sujet de droit. L'enjeu est que la mise en valeur de la terre permette l'extraction de la plus-value susceptible de réinvestissement, le Roy 1991. Dans la conception africaine traditionnelle, l'appropriation foncière vise l'affectation d'un espace à un usage, l'étendue étant le support de plusieurs usages et relevant de plusieurs affectations. L'enjeu, c'est que la terre est le support de la production et de la reproduction et le point de rencontre du visible et de l'invisible, Ibid. La conception africaine précoloniale est basée sur une appropriation collective des terres et un système non marchand, tandis que la seconde prône la propriété privée individuelle fondée sur un système marchand. L'analyse de ces deux conceptions permet de dégager, dans les productions scientifiques, trois grandes tendances d'approche foncière que sont le dualisme, la substitution et la combinaison. 24. 1. L'approche dualiste. L'approche dualiste correspond à la réflexion de certains chercheurs, surtout des juristes, qui en face des questions de la sécurisation foncière pensent que les problèmes que rencontre le foncier africain sont dus au chevauchement des droits modernes et coutumiers sur le même terrain. Pour ces chercheurs, il paraît aberrant de faire coexister sur un même terrain deux réalités différentes visant les mêmes objectifs, ou de vouloir de facto appliquer l'une jugée supérieure, droit moderne, au détriment de l'autre, droit traditionnel. Cette greffe du droit moderne sur les règles coutumières occulte un paramètre important, celui de la prise en compte des réalités humaines du terrain d'application, notamment le référent sacral qui caractérise la terre africaine. L'ignorance de cette dimension a généré une dualité du système juridique, dans son essence, mais surtout dans ses applications. Contraste marqué dans l'usage du droit entre la ville et la campagne, Rochegude, 1986. Il en résulte que l'espace urbain, c'est-à-dire la ville, est le lieu où la loi foncière est imposée, tandis que la campagne apparaît comme un dehors où la loi n'aurait qu'une place relative. Cette différenciation entre les citadins bénéficiant du droit moderne et ceux qui sont en campagne, amène à une non-intégration volontaire qui limite l'accès au droit pour la grande majorité des citoyens. Le fondement de cette opposition résulte du fait que la pratique foncière traditionnelle n'arrive pas à épouser totalement les idéaux de la conception moderne. En réalité, l'existence des deux conceptions d'appropriation foncière ne saurait créer une frontière proprement dite entre la ville et la campagne, surtout pour le continent africain, en particulier le Bénin, caractérisé par une forte mobilité qui permet un perpétuel brassage entre les caractères urbains et rural. Sinon, ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est que la loi moderne n'arrive pas à purger la campagne des droits coutumiers ni même totalement la ville, tandis que la logique coutumière ne supplante pas non plus les lois modernes. Il s'établit ainsi une certaine imbrication entre les deux réalités qui parfois se complètent. 1 à 2. La substitution foncière. De la propriété collective à la propriété individuelle. Selon certains économistes et juristes, les pratiques foncières africaines, fortement ancrées dans la tradition, sont très peu opérationnelles voire inopérantes pour assurer un réel progrès. 25. Considéré comme le principe de base de tout développement. Pour cela, d'autres travaux de recherche qui prônent la substitution ou la transformation de l'appropriation collective des terres en une propriété privée individuelle ont été mobilisés. Suivant l'analyse des tenants de cette approche, l'accès au développement économique procède par une approche individualiste et privative de la propriété du sol avec le marché comme seul instrument de régulation économique. Cette approche prône l'individualisation et la marchandisation spontanée et graduelle des droits dans les zones où la population croît rapidement et où l'agriculture se commercialise de plus en plus, parallèlement à un effritement puis une disparition du rôle des autorités coutumières, Barth, 2009. L'objectif principal de cette doctrine est la sécurisation foncière par le droit de propriété,
dont la finalité est de permettre l'aliénation des terres lignagères sans contrainte. Cependant, cette approche présente une certaine incertitude quant à l'aspect spontané d'apparition des propriétés privées dans le cas africain où la terre est ancrée dans un système communautaire, et où le communautarisme est fortement lié à la culture. De même, si cette théorie se donne comme clé de base la généralisation de la propriété privée, sa faisabilité nécessite la mise en place des règles juridiques conséquentes avec un État capable de les appliquer. Dès lors, il se pose une question importante, celle de l'adaptation de cette conception à toutes les conditions, en particulier au contexte béninois. À cet effet, plusieurs études tentent de nuancer l'efficacité de cette relation entre la propriété privée et les investissements agricoles probables. Pour Riis, expert de la Banque mondiale, il n'est pas évident que le processus d'individualisation des droits fonciers conduise directement à des investissements ou à la protection des ressources. Selon lui, il n'y a pas de base pour croire qu'un régime de droits fonciers individualisés aurait nécessairement un impact plus positif en termes d'efficacité économique et du point de vue de l'équité. Les systèmes traditionnels sont potentiellement supérieurs. Riis, 1993. Abordant dans le sens, le géographe Bouquet fustige le fait que certains économistes ne manquaient pas d'ajouter que les cultivateurs se sentiraient davantage rassurés s'ils devenaient propriétaires de leurs lopins, et bien plus motivés pour y conduire une agriculture plus productive. Bouquet, 2012. Cet auteur défend le manque de précaution est nécessaire pour l'application en Afrique d'une telle conception, car pour lui cette pratique foncière consiste à 26. Oublier en combien de temps ce modèle occidental s'est forgé, et dans quelles conditions. D'une manière générale, la politique de généralisation de titres de propriété en Afrique semble être plus un échec qu'une réussite comme l'explique Durand Lasserve 2012, pour qui le titrement systématique, tel que préconisé par Hernando de Soto n'a jamais enregistré le moindre succès dans les pays d'Afrique subsaharienne ni d'ailleurs dans d'autres pays en développement hormis au Pérou. Face à cela, Leroy 1996 appelle à une créativité et plaide pour une solution intermédiaire qui ne peut résulter selon plusieurs chercheurs que de la combinaison des deux pratiques foncières. 1 à 3. Nécessité d'empilement et de combinaison des pratiques foncières modernes et traditionnelles. Partant de la difficulté des fondements du système de droit moderne à prendre en compte les réalités foncières locales, certains chercheurs prônent la combinaison de l'appropriation collective des terres et de la propriété individuelle. La généralisation des droits de propriété, surtout pour les institutions internationales, constitue le seul moyen pouvant permettre d'arriver en Afrique à une sécurisation foncière. Or, cette généralisation telle qu'elle se présente semble s'entourer de rapports de force entre les États chargés d'appliquer les règles de généralisation, et les sociétés africaines qui les subissent comme le note le professeur Étienne Leroy. Selon cet auteur, il s'agit d'une innovation radicale par rapport aux modalités antérieures d'appropriation. Une telle innovation suppose des ruptures et des adaptations internes que les sociétés européennes ont mis plusieurs siècles à assimiler. Par ailleurs, un tel processus est vécu par nos interlocuteurs africains comme exogène, d'inspiration occidentale, voire américaine au sein de la Banque mondiale, et imposée, comme une conditionnalité des programmes d'ajustement structurel, Leroy 1996. Ces deux facteurs, à savoir le caractère brutal de l'introduction des titres de propriété et son aspect à la fois exogène et imposé, amènent l'auteur à suggérer alors une formule de sécurisation qui répondrait à une situation de changement sans répéter nécessairement en Afrique les précédents européens ou occidentaux. L'acquisition de cette formule. 27. Intermédiaire passe par la théorie de maîtrise foncière 2. Abordant dans le même sens la question, Chauveau 2012 appelle à l'intuition, selon laquelle le changement institutionnel ne s'effectue pas selon une logique de substitution progressive d'un système normatif et institutionnel par un autre, comme le voudrait la théorie orthodoxe des droits de propriété, mais selon une logique d'empilement de systèmes normatifs hétérogènes qui interagissent entre eux sans se faire disparaître. Des différentes approches parcourues, on peut retenir que la question foncière en Afrique est essentiellement marquée par le passage d'un régime foncier traditionnel à un régime foncier moderne. Selon certaines conceptions,
Seul ce passage est capable d'assurer le développement économique tandis qu'il constitue pour d'autres l'une des conditions, mais pas suffisante pour atteindre un tel objectif. Nombre d'analyses tendent à montrer que cette volonté de passer au foncier moderne constitue un moyen, d'abord pour l'administration coloniale et par la suite pour les États indépendants, de mettre en place un système de gestion qui puisse leur permettre le contrôle économique des terres à travers les droits de propriété privée. De même, un autre motif qui justifie les droits de propriété est qu'il paraîtrait nécessaire pour assurer la sécurisation foncière, celle-ci étant entendue comme un ensemble de mesures et d'outils qui permet aux détenteurs de droits fonciers de jouir de ces droits et d'être protégés contre d'éventuelles contestations. Basri 2011. Le modèle occidental proposé pour remplacer le régime foncier coutumier et pratiqué par les dirigeants africains a montré ses limites puisqu'il peine encore à être total. La cohabitation difficile des deux régimes a été démontrée. L'affirmation des pratiques foncières coutumières est prouvée, même si elle s'essouffle plus dans les milieux urbains et périurbains qu'en milieu rural en cédant à la pression des réalités modernes. Mais ces recherches foncières ont très peu structuré leurs études sur les résultats des dynamiques à la fois de rejet et de complémentarité entre les pratiques modernes et coutumières, notamment entre les valeurs socio-cultuelles qui fondent le régime coutumier et les règles modernes. Une situation qui, cette théorie est développée dans l'ouvrage Leroy à Carsanti et à Bertrand, 1996, La sécurisation foncière en Afrique. Pour une gestion viable des ressources renouvelables, Editions Cartala, Paris. 28. Nécessite des recherches et dont le Bénin, notamment ses communes périurbaines, constitue un véritable terrain d'étude. 1 à 4 Présentation du terrain d'étude et justification de son choix. Le choix de la région d'étude par rapport à notre problématique résulte d'un certain nombre de constats dans ce milieu, tels que la position géographique et l'existence sur un même terrain à la fois d'un patrimoine cultuel et d'un marché foncier. Les localités d'Adjara et d'Avrankou sont des communes béninoises limitrophes de la grande ville de Porto Novo. Leur position géographique font d'elles des réceptacles des répercussions du phénomène urbain de la ville de Porto Novo, dont l'extension est limitée au sud par la lagune. De même, cette région est prise en étau entre la ville de Porto Novo à l'ouest et la campagne au nord et à l'est, et donc partage à la fois des réalités rurales et urbaines. Elle fait partie des anciennes localités du Bénin qui se différencient par leur patrimoine cultuel, notamment par leur pratique du culte vaudoune, normalement défavorable au marché foncier. Mais on y retrouve depuis plusieurs décennies l'existence d'un marché foncier qui aujourd'hui engendre une forte dynamique foncière moderne. La présence de ces pratiques traditionnelles et d'un marché foncier dans cette région présage d'un affrontement entre les deux réalités. Ces communes d'Adjara et d'Avrankou font face à d'importants enjeux fonciers qui nécessitent des analyses scientifiques susceptibles d'orienter les autorités locales dans la prise de décision. Or, il existe au Bénin, en particulier dans cette région, très peu de recherches scientifiques dans ce domaine. Plusieurs travaux sont effectués sur la problématique foncière au Bénin, mais très peu de recherches ont été consacrées à l'influence de la dynamique organisationnelle du foncier sur le capital socio-culturel et vice-versa. D'où l'intérêt de cette étude qui interroge l'influence de l'organisation foncière sur le développement de la région d'Adjara et d'Avrankou, particulièrement sur son patrimoine socio-culturel. 1.4.1 Présentation générale du Bénin. Situé en Afrique de l'Ouest, le Bénin est un pays côtier limité au nord par le Burkina Faso et le Niger, au sud par le golfe de Guinée, à l'est par le Nigeria et à l'ouest par le Togo. Selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE, le Bénin couvre une superficie avoisinant 114 763 km² avec une population estimée en 2013 à environ 9 983 884 habitants. La majeure partie de cette population, environ 61% en 2002, vit en milieu rural. Le pays a connu un 29. Peuplement rapide, mais déséquilibré. Le sud du pays concentre 52% de la population et 90% des entreprises, Alvergne 2008. Figure numéro 1. Carte administrative présentant les limites des départements du Bénin. Source: Fonds de carte obtenu sur OpenStreet.
Réalisation Adegbinia, 2015. 30. Les principales localités où sont concentrées les populations sont: au sud la ville de Cotonou, capitale économique, 678 874 habitants, et celle de Porto Novo, capitale politique, 263 616 habitants, et au nord la ville de Parakou, 254 254 habitants. Ces trois grandes villes à elles seules concentrent une population d'environ 1 196 744 habitants, soit 12% de la population totale. Le Bénin n'a pas su maîtriser et profiter de cette croissance urbaine et démographique, inégalement répartie sur le territoire national. Celle-ci a engendré une gestion hasardeuse de l'espace et surtout des ressources naturelles, qui, conjuguée au centralisme politique, a amené le pays à une crise économique et sociopolitique vers la fin des années 1980. Face à cette crise, la nécessité d'une réforme totale de l'administration et du territoire s'est imposée. 1.4.2 Organisation administrative et territoriale du Bénin. Longtemps marquée par un centralisme politique soldé par la période de crise des années 1980, le Bénin initie en février 1990 la Conférence des forces vives de la nation, aboutissant à la mise en place d'un régime démocratique et d'un système de décentralisation. L'idée de cette réforme coïncide avec l'optimisme largement partagé des bailleurs de fonds, qui voient la décentralisation comme la solution à tous les problèmes de développement. L'exemple de la conférence de La Baule en France en 1987, où le président français subordonnait la poursuite de ses aides aux pays africains à l'instauration d'un régime démocratique avec une décentralisation à la base, est encore présent dans les mémoires. Se référant aux exigences constitutionnelles 3, ont lieu en 1993 les États généraux de l'administration territoriale, assises au cours desquelles les grandes orientations de la nouvelle administration locale sont définies. Ces dispositifs conduisent le pays aux premières élections locales et à l'installation des premiers conseils communaux, en mars 2003. Ceci ouvre l'arène politique à de nouveaux acteurs et confère une plus grande légitimité aux leaders politiques locaux, qui ont l'obligation de mobiliser les ressources locales pour le développement. Cette décentralisation démocratique institutionnalise la dynamique locale de production collective qui a émergé avec les réformes institutionnelles de 1990, Unmenu, 2006. Conformément aux axes stratégiques de cette décentralisation, le Bénin dispose d'un seul niveau de décentralisation que constituent les 3 constitutions du 11 décembre 1990. 31. Commune et d'un seul niveau de déconcentration, le département, circonscription administrative sans personnalité juridique ni autonomie financière. L'organisation administrative et territoriale permet une relative cohérence entre l'unique niveau de déconcentration et de décentralisation. L'ensemble du territoire est divisé en 77 communes réparties dans 12 départements. L'arrondissement est une division de la commune. Il est subdivisé à son tour en quartiers ou villages. Ainsi, distingue-t-on au niveau de chaque commune 3 échelles spatiales. La commune constitue le seul niveau doté de personnalité juridique et d'autonomie financière. Elle est pourvue d'un conseil communal, organe délibérant et de prise de décision, composé des membres élus au suffrage universel. Ainsi, chaque municipalité fonctionne comme une véritable chaîne hiérarchisée. Cette décentralisation va doter les nouvelles collectivités locales de nombreuses compétences parmi lesquelles figure la gestion foncière qui présente divers enjeux dont la coexistence est parfois difficile, l'urbanisation et la préservation du patrimoine cultuel. On retrouve cette difficile cohabitation dans la région d'Adjara et d'Avrankou, qui non seulement sont des communes périphériques de la ville de Porto Novo, capitale politique du Bénin et par cette position, sont frappées par la périurbanisation, mais également constituent des villes à forte potentialité cultuelle. 1.4.3 Caractéristiques socio-économiques du territoire étudié. Les localités d'Adjara et d'Avrankou sont des communes du département de l'Ouémé situées au sud-est du Bénin. Elles déterminent une zone spatiale qui partage ses limites au sud et à l'ouest avec la ville de Porto Novo, capitale et deuxième grande ville du Bénin. Cette région est limitée au nord par la commune de Sakété,
à l'ouest par la commune d'Akpro-Miserete et à l'est par la commune d'Ifani et la République fédérale du Nigeria. Elles sont distantes d'environ 30 km de Cotonou, première grande ville du Bénin, et font face depuis plusieurs décennies à une forte croissance démographique engendrant une puissante pression foncière. Cet espace couvre une superficie de 153 km² avec une population d'environ 227 678 habitants, INSAE 2013. Toujours selon l'INSAE, cette région est constituée essentiellement des ethnies Goun majoritaires et Yoruba qui représentent respectivement environ 88% et 8% de la population. La religion traditionnelle, notamment le culte vaudoun, est la plus pratiquée avec 42% de la population devant le christianisme et l'islam qui font respectivement 40% et 6% de cette population. Faiblement. 32. Représentées, les autres religions sont multiples et partagent le reste de la population. Au-delà du recensement, le vaudoun constitue une religion substrat, ainsi des chrétiens ou musulmans peuvent être aussi vaudouistes. Les habitants de ces localités partagent presque le même héritage socio-cultuel dans lequel le capital foncier joue un rôle déterminant. Ils sont attachés à leurs pratiques traditionnelles fortement liées à la terre et qui se matérialisent souvent par des symboles à fort usage du sol, autels des ancêtres, forêts sacrées des divinités, couvents des vaudounes, etc. La densité de la population est en constante augmentation, comme le montre la figure 2. Figure numéro 2. Densité de la population. Source: statistiques de l'INSAE relatives au recensement de la population. Réalisation à Degbinia, 2015. Elle est environ 15 fois plus élevée dans nos communes d'études que la moyenne nationale. En 2 décennies, c'est-à-dire de 1992 à 2013, elle a presque doublé dans les communes d'Adjara et d'Avrankou comme on le constate aussi à l'échelle nationale. Mais bien que la densité évolue, et fortement par rapport à celle de nos 2 communes, le taux de croissance de la densité de la ville de Porto Novo augmente moins vite que celui de ses communes périphériques sur la même période. Cela annonce une certaine saturation spatiale de cette ville, dont la conséquence est le déferlement de la population sur ses communes périphériques, Adjara et Avrankou, créant ainsi une certaine pression foncière. En un mot, l'évolution croissante de la densité de la population de la zone d'étude conjuguée au développement du commerce avec le Nigeria et à la périurbanisation, crée une augmentation de consommation foncière. Ainsi, en plus de l'agriculture qui se trouve compromise du fait de la réduction des terres cultivables au profit des habitats individuels souvent dispersés, le potentiel cultuel, jadis très 33. Riche et diversifié, subit des menaces. De même, les crises lignagères et les facteurs introduits par la colonisation ont entraîné l'évolution du régime foncier traditionnel. Entre l'homme et la terre, les rapports ne sont plus seulement mystiques et cultuels mais aussi économiques au point où les propriétés privées individuelles sont les plus nombreuses aujourd'hui et cohabitent avec les propriétés collectives, terres traditionnelles, difficiles à maîtriser. 1.5 Clarification conceptuelle. La terre est organisée par 2 principales institutions, les unes administratives et les autres coutumières. Les rapports de ces institutions à la terre sont fondés sur des règles juridiques et coutumières qui, d'une part se cloisonnent ou s'assimilent pour laisser place à des pratiques foncières strictement coutumières ou modernes et d'autre part se complètent pour produire des pratiques foncières qui ne sont ni coutumières ni modernes. Dans cette dynamique de décloisonnement, d'assimilation ou d'acceptation mutuelle, les pratiques foncières mettent en jeu des acteurs qui à travers différentes coordinations créent divers modes d'organisation foncière. Ces coordinations entre acteurs génèrent une gouvernance foncière de type administratif ou coutumier voire mixte. L'assimilation des pratiques coutumières par les réalités modernes ou administratives a amené à la revendication de ces pratiques par les acteurs coutumiers. Cette revendication se traduit par de nouveaux attachements à ces réalités et leur reconnaissance comme un héritage, conservé et transmis d'une génération à l'autre, ce qui assure donc sa patrimonialisation. Mais celle-ci n'a pas empêché les pratiques foncières modernes, qui ont d'ailleurs favorisé l'émergence d'un marché foncier dont le rayonnement provoque parfois la dépatrimonialisation des pratiques foncières coutumières.
Ce marché foncier s'est fixé comme socle le principe de propriété privée perçu par plusieurs auteurs comme indispensable pour la sécurisation foncière. Face à cette réalité, il est nécessaire de questionner ce qui particularise cette nouvelle pratique des anciennes règles foncières. 1.5.1 La propriété foncière. La propriété foncière est souvent désignée en matière de pratiques coutumières par le terme de tenure foncière indiquant la possession collective de droits d'utilisation et d'attribution de terrains agricoles ou de pâtures par un groupe qui a en partage la même identité culturelle. ONUHABITAT 2010. Elle est entendue comme une 34. Appropriation collective des terres sur lesquelles peuvent régner une multitude de droits. Pour Alden Willy 2012, le terme de tenure foncière coutumière renvoie au système pratiqué par la plupart des communautés africaines en milieu rural pour faire valoir et organiser la propriété, la jouissance et l'accès, et pour réglementer l'utilisation et le transfert. Selon les pratiques modernes, notamment suivant l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la propriété est un droit inviolable et sacré. De même, l'article 544 du Code civil de 1804 la définit comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. L'article 546 du même code élargit cette définition et stipule que la propriété d'une chose donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement soit artificiellement. La conception administrative béninoise de la propriété n'échappe pas à ce schéma. Elle est définie selon l'article 7 de la loi numéro 2013-A01 portant Code foncier et domanial en République du Bénin, comme le droit d'user, de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Il ressort de ces analyses que la tenure coutumière confère à la terre un caractère collectif, qui amène à son inaliénabilité contrairement à la propriété foncière privée ou moderne qui autorise la vente des terres. La propriété privée conduit à un régime foncier moderne, alors que la tenure coutumière assure le régime foncier coutumier. Mais en quoi ces deux notions s'opposent ou se différencient ? 1.5.2 Les régimes fonciers. Avant de procéder à une clarification entre les notions de régime foncier coutumier et de régime foncier moderne, il nous paraît important de questionner le concept même du foncier. Notion à plusieurs dimensions, le foncier est défini en fonction de ses enjeux. Pour Tribillon 1993, le terme foncier vient de fond, qui désigne une terre ou un terrain qui fait l'objet d'un droit de propriété. Dans son vocabulaire foncier, Combi 2012 estime que dans son acception première, le foncier désigne la terre, et parfois par extension les constructions et aménagements qui sont dessus, non pour elles-mêmes, mais en tant que fond d'une exploitation ou d'une rente. Peut-on alors dire que le foncier est synonyme de la terre ? Selon Alain Durand-Lasserve et al., 1982, l'adjectif foncier appartient originellement au vocabulaire juridique et désigne en gros 35. Les rapports de droit réel entre les personnes et un fonds de terre ou de terrain. Approximativement, on peut qualifier de terre la terre agricole, d'élevage, et de terrain ce qui supporte une construction, un aménagement pour l'habitation, l'industrie. Suivant la définition de ces auteurs, il apparaît dans la conception du foncier, en plus de la terre comme un support, une autre dimension, celle de la relation que l'homme entretient avec la terre. Le foncier n'est pas réduit uniquement à la terre, il implique également une dimension affective. Mais si cette définition paraît plus générale, elle ne met pas l'accent sur la dimension religieuse du foncier qui caractérise les pays d'Afrique noire. Or, c'est dans la prise en compte de toutes les dimensions du rapport de l'homme à la terre, en particulier dans son usage, qu'apparaît la différenciation du foncier, c'est-à-dire sa distinction en plusieurs régimes. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, le régime foncier est le rapport défini par la loi ou la coutume, qui existe entre des individus ou des groupes relativement aux terres. Par souci de simplicité, le terme terre, tel qu'utilisé ici, inclut aussi les autres ressources naturelles comme l'eau et les arbres. C'est une institution, c'est-à-dire un ensemble de règles élaborées par une société pour régir le comportement de ses membres. FAO 2003. On distingue généralement dans la littérature deux régimes fonciers, un régime urbain et un régime rural.
En ce qui concerne l'Afrique, cette catégorisation est plus complexe d'autant qu'en plus de cette distinction entre le couple urbain-rural s'ajoute celle du régime foncier coutumier et du régime foncier moderne. Le régime foncier moderne, suivant la conception des législateurs béninois. Les terres urbaines sont celles situées dans les zones urbaines, les zones à urbaniser ou les zones d'urbanisation future telles que définies dans les documents de planification urbaine. Ces terres sont affectées ou destinées principalement à l'habitation, au commerce, à l'industrie, à l'implantation des services publics et d'une manière générale aux activités liées à la vie urbaine, article 7 de la loi numéro 2013-A01 portant code foncier et domanial en République du Bénin. Dans le régime foncier urbain, les terres sont réglementées par un ensemble d'outils de planification urbaine prévus par la loi. Mais il n'est pas évident que toutes les terres urbaines relèvent du droit. 36. Moderne en Afrique. L'explication de Rochegude illustre bien les faits. Il va de soi qu'en ville, même là où les techniques juridiques modernes se sont imposées, les choses ne sont pas plus simples. D'abord parce que de nombreux terrains échappent à ces règles. Mais aussi parce que les coutumes soit s'y superposent, soit s'y substituent, créant de fait un imbroglio juridique impossible à maîtriser. Rochegude, 1986. Ceci amène à dire que la pratique foncière urbaine n'est pas nécessairement celle du régime foncier moderne, car il peut exister des terres coutumières dans le périmètre urbain. Eu égard à ces explications, nous définissons le régime foncier moderne comme l'ensemble des rapports régis par les règles modernes qu'entretiennent les hommes avec la terre. Nous émettons également l'hypothèse que les terres régies par le droit moderne ne forment pas un corpus homogène, mais elles sont entremêlées de terres coutumières par endroits. Selon la logique précédente, les terres situées en dehors des périmètres urbains sont vues comme des terres rurales. Or, pour le législateur béninois, les terres rurales sont considérées comme un ensemble des terres occupées par les activités agricoles, pastorales, sylvicoles, piscicoles ou destinées à accueillir l'une ou l'autre de ces activités. Les terres rurales sont situées en dehors des zones urbaines, des zones à urbaniser ou des zones d'urbanisation future telles que définies par les documents d'urbanisme, article 7 de la loi numéro 2013-A01 portant code foncier et domanial en République du Bénin. Ce qui différencie alors les terres rurales et urbaines est l'urbanisation. Les terres rurales relèvent des zones non encore touchées par le phénomène de l'urbanisation, ou là où celui-ci est très faible. Ces définitions des terres urbaines et rurales occultent une réalité tangible au pays, celle de ne pas prendre en compte le régime coutumier à moins qu'on admette que le régime rural est un régime coutumier. Or, toutes les terres rurales ne sont pas des terres coutumières, car il en existe qui sont régies par des droits modernes. Le régime foncier coutumier. Le régime foncier coutumier est celui régi par les règles coutumières ou le droit coutumier. Il a l'avantage de considérer en plus des activités humaines, la projection des représentations de la société sur l'espace et son appropriation de la terre. Son organisation repose sur un certain nombre de principes communs, mais qui donnent lieu à des interprétations et des adaptations extrêmement variées que le géographe Pélissier, 1995, résume en 3 points. 37. C'est le défrichement qui fonde le contrôle foncier, c'est l'exploitation du sol, sa mise en valeur qui justifie la pérennité de la tenure. Ce principe commun est le plus universellement reconnu. Tout membre de la communauté a accès à l'utilisation du sol en fonction de sa capacité de travail et de ses besoins. Les vivants ne sont que les usufruitiers d'un bien qui ne leur appartient pas, et qui par conséquent est inaliénable. Ce principe fondateur est le plus original et le plus menacé. Ces principes donnent une certaine souplesse à ce régime et le rendent plus adaptable à diverses situations. Et comme l'explique Alden Willy 2012, la tenure foncière coutumière est autant un système social qu'un code juridique, d'où sa grande résilience, sa continuité et sa flexibilité. Elle évite non seulement la concentration des terres dans la main d'un individu ou d'un groupe d'individus, ce qui peut potentiellement être source de conflits en cas de rareté, mais aussi assure l'accès à la terre aux membres de la communauté en fonction des besoins. Mais cette vision de la terre semble avoir beaucoup évolué dans notre région d'études, puisqu'il n'existe même plus de terres non défrichées en dehors de celles qui ont été préservées par la présence des divinités. En plus des dimensions économiques et sociales,
Verdier ajoute une nouvelle dimension à la conception foncière, la cosmologie qui considère la Terre comme une entité naturelle et spirituelle, participant tout à la fois de l'ordre de l'univers et de l'ordre humain, Verdier 1986. Cette dimension confère au foncier coutumier un caractère particulier, le caractère sacré qui le distingue des autres et permet d'élargir les modes de relation de l'homme à la terre, au plan religieux. C'est cette dimension qui fonde le foncier africain en général, et en particulier le foncier béninois construit sur la croyance religieuse. De ces explications, il ressort que les rapports fonciers, en plus d'être des rapports économiques, sociaux et religieux, sont des symboles d'une vie collective et d'affirmation identitaire. Pour cela, le système foncier coutumier oblige l'individu à s'inscrire dans une dynamique de groupe. Il associe une communauté à un espace auquel elle s'identifie, et l'appartenance de l'individu à cette communauté lui procure une identité qui lui donne accès à la terre. À ce titre, le système foncier est porteur de valeurs et de savoir-faire qui produisent des identités locales. En d'autres termes, il est fait de règles. 38. Coutumière définie par des institutions qui permettent de réglementer en plus des problèmes relatifs au foncier, ceux touchant en général à la vie sociale de la communauté. Ces règles foncières coutumières apparaissent comme la clé de l'aménagement foncier, de la répartition des terres, du rythme des cultures comme celui des transhumances. Mais elles organisent aussi des situations exceptionnelles que sont les mariages, les héritages, lesquels bouleversent assurément les patrimoines, mais aussi les droits sur les sols, même si ceux-ci ne peuvent être appropriés. Rochegude, 1986. Ce système fait de la terre le ciment de la construction de la civilisation matérielle et spirituelle, révélant ainsi les dimensions immatérielles de la vie sociale à travers des faits religieux et la communication avec des ancêtres. Ainsi, entendons-nous pour ce travail par régime foncier coutumier, le régime dans lequel l'ensemble des rapports de l'homme à la terre est régi par des règles traditionnelles. La terre coutumière est alors celle qui maintient sa dimension collective, qui est indivisible et inaliénable. Nous postulons que le régime foncier coutumier a beaucoup évolué, et que les terres coutumières sont de plus en plus régies par des règles qui ne sont plus totalement coutumières, mais faites d'un mélange de normes coutumières et de droits modernes écrits. Ces terres soumises à une hybridation de règles coutumières et modernes constituent pour nous des terres sous régime foncier néo-coutumier. L'appropriation collective des terres, l'obligation de conservation et de transmission du capital foncier et l'existence d'institutions coutumières constituent les éléments caractéristiques du système foncier coutumier, contrairement au système moderne caractérisé par une appropriation privée et individuelle. Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif des caractéristiques des régimes coutumiers et modernes. Tableau numéro 1. Récapitulatif des caractéristiques des régimes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.